je vois le mutisme de nos dirigeants africains. À quel moment ils se mobilisent pour refaire venir leurs ressortissants? Pour les empêcher d'y aller déjà. Déjà pour empêcher d'y aller, mais on sait très bien que le terreau de la pauvreté... C'est plus compliqué. Le terreau de la pauvreté, malheureusement, n'empêche pas ce fléau-là. Et quand on sait les accords de sécurité qu'il y a avec la Russie, à quel moment on évoque cette question-là dans les échanges diplomatiques? Donc moi, je vois quand même la responsabilité de nos dirigeants. Dernier sujet de cette édition, le cas des combattants africains dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'affaire a été de nouveau évoquée la semaine dernière par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, qui a interpellé à ce sujet les gouvernements africains en leur indiquant, je cite, qu'au moins 1436 citoyens de 36 pays africains combattent actuellement dans les rangs de l'armée d'invasion russe. Selon lui, je cite encore, le nombre réel pourrait être plus élevé. Alors, ces mercenaires involontaires recrutés sur la base de contrats trompeurs sont déployés en première ligne et ne survivent pas plus d'un mois au front. Une affaire bien préoccupante quand même, M. Jean-Paul Benoît. Oui, moi, l'armée russe fait appel à des mercenaires étrangers. Ça a été vrai avec la Corée du Nord et maintenant c'est vrai avec un certain nombre d'Africains. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans quelles conditions ils sont recrutés, quelle pression on a... Ce sont des contrats trompeurs, avec voilà, quelle pression, alors j'y arrive, quelle pression on a exercée sur eux. Ils se retrouvent combattants. Et qu'est-ce qu'on leur a fait miroiter pour qu'ils s'engagent dans l'armée russe? Donc, sans aucune formation. Sans aucune formation, c'est ce que vous dites, c'est ce que j'ai lu. On l'avait constaté déjà. C'est ce qu'on a constaté. Donc moi, je condamne formellement et tout à fait avec beaucoup de force cette pratique de l'armée russe, parce que Poutine, il a besoin de recruter. On a beau dire qu'il a une population plus importante que l'Ukraine, etc. Il y a aussi une lassitude, même si l'opinion publique russe ne peut pas s'exprimer, il y a une lassitude de la population, disent tous ceux qui vivent en Russie et qui connaissent ce pays intimement et géographiquement en y vivant. Il y a une lassitude de la population, donc tout est bon pour renforcer l'armée russe. Et moi, je condamne cette politique de la prévarication. On essaie de faire croire à un certain nombre de gens dans le besoin qui vont trouver là et de l'argent et de la gloire, etc. Et pourquoi les familles russes jusque-là ne disaient pas grand-chose, c'est que les Russes qui s'engagent dans l'armée sont très bien payés par rapport au salaire moyen, des Russes. Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est le fait que ce soit les autorités ukrainiennes qui interpellent les gouvernements africains, quoi. Il faut dire, pas de réaction significative de la part des gouvernements africains jusqu'à présent. Alors, on parle quand même de 36 pays concernés, quand même, dans cette affaire. Alors, on a quand même noté la réaction du président kényan, William Ruto, qui a demandé au président ukrainien de faciliter la libération de tout Kényan détenu en Ukraine. Et manifestement, les États africains concernés sont soit embarrassés, soit démunis face à cette situation, mon cher Gratien. Alors, l'histoire des combattants étrangers, des combattants africains, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et au début de la guerre, il y avait dans les deux camps. Au Sénégal, le gouvernement avait interdit à l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal de ne pas recruter les Sénégalais. Donc il y avait des gens qui étaient recrutés. Et comme le dit Jean-Paul, en fait la Corée du Nord, ce sont des militaires. Ce sont des militaires du pouvoir, ce n'est pas les mercenaires. Aujourd'hui, on sait bien que les grandes armées dans le monde, pratiquement, ont des supplétifs ou des mercenaires. D'accord. Il y a les Blackwater, on avait Wagner, on a Africa. Donc il y a toujours des gens qui sont à côté, qui sont recrutés à côté pour faciliter certaines tâches. Et les mercenaires, on les voit même en Afrique, certainement on a dit, même l'Union africaine qui combattait, qui était opposée aux mercenaires. On voit les Colombiens, on voit les Roumains qui sont partout en Afrique. Donc c'est-à-dire que les Africains, pour moi je considère que les Africains, ils sont comme les autres.
Du moment où ce genre de choses est pratiqué par les États, ils sont aussi... Alors quand on vous dit que ces Africains sont donc déployés en première ligne, et maintenant on le sait qu'ils ne survivent pas plus d'un mois. Mais ça c'est l'Ukraine qui le dit. Ça s'appelle la chair, ça s'appelle de la chair à canon. L'Ukraine aussi, il y a la guerre. Il y a eu plusieurs rapports dans les médias. Il y a eu plusieurs rapports depuis 2 ans. Ce qui est nouveau, c'est que l'Ukraine en parle aujourd'hui, mais d'autres organisations ont publié des rapports et on dit exactement la même chose. Quand on mobilise, quand on embauche des mercenaires, en principe, c'est... Il y a eu il y a quelques mois un article très intéressant, un dossier très intéressant dans Jeune Afrique où on qualifiait ces soldats, enfin ces Africains recrutés, de soldats à usage unique. Le terme est resté. Bon, voilà, donc oui, ça pas nouveau. Oui, c'est normal. Quand on les recrute, en principe, on ne les met pas à l'arrière. Oui. Ils sont payés pour être à l'avant. Il y a un certain pays en Afrique qui a mis à l'arrière les mercenaires qui étaient très bien payés, qui n'étaient pas sur le front. Oui, mais ailleurs, ils les mettent sur... C'est pour ça que, par exemple, les Américains, quand ils en Irak ou ailleurs, ils étaient protégés par ces mercenaires. Les mercenaires protégeaient l'armée. Oui. Déjà, c'est-à-dire que si on attaquait les mercenaires et pas l'armée. Oui, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse de Gratien. C'est une analyse froide d'experts militaires. Oui, mais j'étais persuadé que vous n'alliez pas partager cette analyse. Non, du tout. Surtout que dans le cas de ces combattants africains, c'est de faux contrats qu'on leur donne. Ou bien c'est sous la contrainte de la menace. Ce sont des mercenaires involontaires. Oui, c'est des mercenaires involontaires parce qu'on savait qu'au niveau de certaines grandes villes russes, il y avait des rafles qui étaient organisées pour prendre des étrangers pour les envoyer au front. Et surtout au niveau du front Est, vers le Donbass, où l'armée russe piétine et subit de lourdes pertes. On sait depuis quelque temps, bon c'est vrai que les Ukrainiens le faisaient, mais à un moment donné, ils ont su retourner cette situation diplomatiquement en leur faveur. Parce que là, on les voit communiquer plus et se mettre à la disposition de ces États africains pour que leurs concitoyens soient rapatriés. Ils font de la politique aussi. Oui, c'est de la politique. Donc c'est le cas, par exemple, avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud, où il était question de 17 Sud-Africains qui se sont manifestés et qui ont demandé à être rapatriés. Parce que le plus souvent, ces combattants africains servent de chair à canon. Après une formation sommaire et qui ne survivent pas au bout d'un mois. D'ailleurs, l'autorité ukrainienne encourage ces combattants à déserter. À déserter pour se rendre, parce qu'ils vont leur garantissant évidemment un traitement conforme à toutes les normes de droit international. De droit international. Et surtout qu'on sait que depuis quelque temps, sur ce front est du Donbass, l'armée russe, comme elle piétine, a changé de stratégie. Maintenant, ce n'est plus les moyens lourds qu'ils utilisaient, mais c'est de petites équipes de 4, 5, 6 soldats. Avec des drones. Pas seulement avec des drones, mais le matériel est transporté à dos d'âne et de mulets. Ah oui. Et donc, c'est ces combattants qui avancent. C'est ce qu'on dit, c'est pas ça. Ah si, plutôt les motos. Les motos, il y a des motos, mais il y a... C'est une guerre que je suis vraiment là. Il y a des motos. D'un côté, vous avez raison, Gratien, il y a des motos, mais au niveau de la Gadoue, là où les motos ne passent pas, les tricycles ne passent pas. On n'est pas encore dans la période de la guerre. C'est pas important. Oui, donc voilà, donc à ce moment-là, c'est ces combattants africains qui sont envoyés en éclaireur pour ouvrir la route aux soldats russes. Et donc, c'est l'hécatombe à leur niveau, déjà avec ces formations sommaires. Et ensuite, qu'est-ce qui prouve que même étant morts, les familles seront dédommagées? Et comme beaucoup de ces combattants ne se sont pas signalés au niveau des représentations diplomatiques africaines, pouvoir faire un suivi de leur dossier, ça devient complètement tâche impossible pour les représentations diplomatiques africaines. Et heureusement que l'Ukraine joue le jeu en proposant son aide. Mais c'est juste de la politique pour avoir le soutien de ces pays. Merci Ben pour cette mise au point. Grégory, pour conclure. Moi, ce que je constate, comme d'habitude, je vois le mutisme de nos dirigeants africains. À quel moment ils se mobilisent pour faire revenir leurs ressortissants. Pour les empêcher d'y aller déjà. Déjà pour empêcher d'y aller, mais on sait très bien que le terreau de la pauvreté... C'est plus compliqué. Le terreau de la pauvreté, malheureusement, n'empêche pas ce fléau-là. Et quand on sait les accords de sécurité qu'il y a avec la Russie, à quel moment on évoque cette question-là dans les échanges diplomatiques?
Donc moi, je vois quand même la responsabilité de nos dirigeants. Qui restent pour la plupart silencieux. Je me souviens qu'en 2023, Cyril Ramaphosa, avec 2 autres chefs d'État, étaient partis pour faire une médiation avec la Russie et l'Ukraine. À quel moment on a évoqué les soldats africains? Absolument. Et Macky Sall aussi. Rapidement. Oui, juste un mot, je pense qu'on pourrait saluer la libération de Boualem Sansal. Ah oui, écoutez, pour ceux qui nous écoutent de loin, rappelez-nous rapidement le contexte. Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien qui a été arrêté par la dictature algérienne et qui, après l'effort de la diplomatie allemande, principalement, en liaison avec la diplomatie française, mais la diplomatie allemande a obtenu la libération, la grâce a été graciée par le président Tebboune et Boualem Sansal est libre en Allemagne où il se soigne. Donc je salue cette issue heureuse pour Boualem Sansal parce que la liberté d'expression est pour moi fondamentale. Et quand un écrivain critique la politique de son pays, il la critique et il n'y a aucune raison de l'arrêter pour délit d'opinion. C'est bien de finir cette émission avec cette expression du bonheur de Jean-Paul Benoît, avec cette bonne nouvelle. Merci d'être venu, Maître Jean-Paul Benoît. Justement, merci Ben Yayassi, merci Grégory Sileni, merci Gratien Rukindi Kiza, merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique, Mustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. J'aime bien dire cette formule en fait. Elle est méritée. J'aime bien la dire et la répéter d'ailleurs chaque semaine. Elle est méritée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.